sommes contents de faire le déplacement de Charlotte jusqu'ici à Calais pour nous rendre visite. Et les Congolais sont réellement vraiment touchés pour tout ce qui se passe au Congo. Et ils ne sont pas tellement contents de tous ceux-là qui se disent députés de l'opposition, dite de l'opposition. Parce que vous êtes un de ces députés. Beaucoup me disaient au téléphone, ils sont ravis de venir pour poser toutes les questions possibles concernant la guerre à l'Est et concernant les dysfonctionnements en fait, du gouvernement sur place au Congo et votre rôle, n'est-ce pas, au Parlement, selon l'appellation, les groupes parlementaires dites de l'opposition au sein de l'institution parlementaire. Cela étant, j'aimerais quand même vous présenter à l'Assemblée. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'honorable Emery Okundi, qui est l'un des députés du parti de l'opposition. Mais son parti, c'est le FONUS, les Forces Novatrices de l'Union Sacrée. Il est député en 2003. En 2003, nous avions connu une situation avec l'ancien régime. L'AFDEL est entré au pays et après avoir eu beaucoup de problèmes, ils se sont tous rendus compte qu'il fallait se mettre autour d'une table et arrêter la guerre. Donc nous avions eu la formule 1+4 et au travers ces négociations, nous avions eu un parlement de transition. Nous sommes en 2003 et l'honorable Emery Okundi a siégé au Parlement en 2003. Je tiens à dire quelque chose en passant qu'il a fait un bon travail. Et le Parlement de la transition, si vous lisez tous les actes qui ont été arrêtés, ils ont fait un très grand travail. Alors, en 2006, il a été encore élu député parce qu'il y avait eu élection et nous savons comment ces élections s'étaient passées. De toutes les façons, lui, il avait gagné normalement les élections. Nous sommes au Kasaï oriental, sous-région de Sankourou, territoire de Lubefou. Et aujourd'hui, en 2011, il a été encore réélu au même territoire, même district, ainsi que la même province du Kasaï oriental. Il est membre de la commission politique, administrative et judiciaire. C'est l'une des grandes commissions et il est aussi président de la démocratie pour la bonne gouvernance et droits de l'homme. Et il est aussi l'initiateur de la question orale pour le renouvellement du bureau de la commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire, il a insisté pour que ce bureau soit réellement renouvelé à cause de toutes les erreurs que nous connaissons. Bref, j'aimerais, à cause du temps qui nous est imparti, laisser l'honorable député nous parler de comment il fonctionne aujourd'hui au Parlement et comment le pays est en train de réfléchir pour, n'est-ce pas, sécuriser toute la nation et en particulier le Kivu. Là, je parle du Nord et Sud Kivu. Et il nous parlera de la crise au sein de l'opposition. Si je parle de la crise, c'est la mésentente entre des partis politiques pour, n'est-ce pas, le président ou le porte-parole, n'est-ce pas, de l'opposition. Voilà, honorable député, je vous laisse la parole. Je devrais seulement vous introduire et nous voulons vous écouter. Merci. Merci, monsieur le président. Merci. Puisque nous avons notre frère ici, qui est évêque, je souhaiterais qu'il puisse nous introduire par une prière. Et par la suite, nous pourrions commencer, si cela ne vous dérange pas. Non, ça va. Par le nom de Dieu.
Pouvons prier. À faire quelque chose pour l'avancement de notre pays et à changer la situation pour que le Congolais puisse mener une vie plus humaine. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes de la diaspora, plusieurs questions brillantes sont d'actualité dans notre pays, la RDC. Leur incidence dans notre coexistence et l'ampleur de leurs répercussions sur la vie des uns et des autres font qu'il faille que partout où les filles, le fils de ce grand et beau pays, au cœur de l'Afrique, se retrouvent, et ils échangent et recherchent des solutions les meilleures pour le bien de tous et de notre pays. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a daigné permettre que nous nous retrouverions à des milliers de kilomètres de la mère patrie. Prière acceptée, les salutations fraternelles des frères, sœurs et amis restés au Congo qui partagent la situation qui est la leur et qui vous demandent de communier ensemble. Le pays ayant besoin des pieds et des bras de toutes ses filles et de tous ses fils et de tous aussi ses amis pour se reconstruire. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer avec vous la mémoire de nos vaillants combattants qui tombent sur le front et celle de nombreux innocents civils victimes de cette énième barbarie. C'est pourquoi je vous demanderai de vous lever pour garder une minute de silence en leur mémoire. Merci. Très chers compatriotes de la diaspora, si j'ai choisi de communier avec vous ce jour et en ce lieu, c'est pour échanger sur 4 questions d'actualité brûlante au pays, à savoir la guerre nous est opposée par le Rwanda à travers le M23, la réforme du reste du processus électoral en République démocratique du Congo, le procès du militant congolais de droits de l'homme, Floribert Chebeya, et le 14e sommet de la francophonie prévu en octobre 2012. Mais vous êtes libre de compléter ou d'aborder le sujet que nous avions oublié, que vous trouvez utile et que vous aimeriez avoir des éclaircissements. Nous sommes disposés pour ça. Très chers compatriotes de la diaspora, commençons avec la réforme du processus électoral. L'un des plus grands philosophes du XXe siècle, à savoir Karl Popper, définissait une société démocratique comme celle dans laquelle les citoyens peuvent se débarrasser de leurs dirigeants sans effusion de sang, particulièrement lorsque ceux-ci se détournent de leur mission qui est essentiellement la promotion du bien commun. Nous regrettons que la République démocratique du Congo se soit éloignée de cet idéal
à cause de ce qui s'est passé lors des élections du 28 novembre 2011 qui ont consacré une rupture entre le peuple souverain primaire et une commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a pris le peuple en otage. La CENI nous a imposé, vous le savez très bien, une démocratie défectueuse. Une démocratie à laquelle cette population avait tant aspiré depuis plusieurs décennies et pour laquelle tant de compatriotes ont payé le prix le plus fort. L'opinion dans son ensemble, à Kinshasa, à travers le pays, clame que si on maintenait l'équipe dirigeante actuelle en place, les élections en République démocratique du Congo ne serviront à rien parce que le destin de ces pays ne sera pas déterminé par ces élections, mais plutôt par quelques laboratoires obscurs disséminés dans le pays et ailleurs. Les élections se porteront mieux dans notre pays si l'équipe actuelle de la CENI était restructurée. Ce qui serait juste pour notre peuple renchérir l'opinion congolaise. Le grand fossé qui s'est creusé entre la population congolaise et le pouvoir qui s'est dit vainqueur de ces élections, les mises en garde des forces sociales, je vois ici les confessions religieuses, les syndicats, organisations des femmes et des jeunes, défenseurs des droits de l'homme, etc., indiquent clairement que persévérer dans la voie du défi et d'un règne de la force serait en court terme suicidaire et ne pourrait conduire qu'au chaos et à une paralysie de l'action politique. Vous savez bien combien la vision jouissive de l'autorité de l'État a conduit par le passé à la faillite de l'État et a fini par emporter ceux qui la cultivent. Comprenne qui pourra. C'est pourquoi nous avons pensé, dans notre démarche des législateurs, qu'il était impérieux et plus qu'urgent de révisiter la loi électorale pour renforcer le dispositif de la transparence et révisiter la loi sur la CENI afin de modifier sa structure, son fonctionnement et le mode de désignation de ses animateurs pour la rendre apte à remplir efficacement, de manière indépendante, ses missions et instaurer les conditions non négociables du respect de la volonté du peuple exprimée dans les urnes et de droits ainsi que des libertés fondamentales consacrées par la Constitution. Telle est la substance de la préoccupation exprimée par la majorité de notre peuple. L'Assemblée nationale de mon pays a décidé non seulement de révisiter les lois relatives aux élections en République démocratique du Congo, mais aussi de faire auditer la gestion financière de la CENI par la Cour des comptes, conformément à l'article 180 de notre Constitution, d'autant plus que cette CENI avait vidé les réserves en devises de la Banque centrale congolaise, en en croire le gouverneur de cette institution financière, en recevant du gouvernement pour l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2011 quelques 256,2 millions de dollars américains, pendant que le ministère des Finances avançait plutôt le chiffre de 360 millions de dollars américains. La vérité étant têtue et les intérêts du peuple
devant passer avant toute autre chose. Malgré les divergences apparues lors de nos débats sur les rapports présentés par la CENI, nous sommes tous tombés d'accord sur la nécessité de consolider l'unité nationale, menacée avec la débâcle électorale provoquée par l'équipe dirigeante de la CENI. Le président de notre Assemblée nationale, lors de la clôture de la session extraordinaire, le jeudi 19 juillet 2012, avait souligné que la mise en œuvre des recommandations formulées en rapport avec le processus électoral aura pour finalité de crédibiliser toute la suite du processus électoral, comme nous ne les cessions de les rappeler. Parmi les recommandations formulées par les représentants du peuple à l'issue de l'évaluation du processus électoral figure notamment la révision de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI et dont une proposition de loi à examiner déjà à la prochaine convocation de l'Assemblée nationale en session ordinaire a déjà été initiée et déposée par nous. À propos de l'affaire Floribert Chebeya, faut-il vraiment les rappeler? Cette affaire qui a fait couler tant d'encre et de salive au pays et à travers le monde. Soit la répétition, dit-on, est la mère du savoir. Le directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya, a été assassiné le 2 juin 2010 dans les environs de Kinshasa. Le 23 juin, le tribunal militaire de Kinshasa, Gombe, a condamné 5 policiers, dont 3 par contumace, pour meurtre, arrestation et détention illégale, ainsi qu'enlèvement. Suspendu en 2010 de ses fonctions en relation avec l'affaire, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général John Numbi, car c'est de lui qu'il s'agit, n'a jamais été inculpé. Un certain nombre de questions relatives aux garanties d'une procédure régulière avaient été soulevées lors du premier procès, notamment le fait que des témoins clés n'aient pas été interviewés. Le procès de cet activiste de droits de l'homme, que vous connaissez tous, Floribert Chebeya, relancé dernièrement, a été enrichi des éléments supplémentaires fournis à travers le film L'affaire Chebeya, un crime d'État du cinéaste belge Thierry Michel, expulsé par Kinshasa le dimanche 8 juillet 2012. La raison évoquée est qu'il avait un défaut de visa sortie-retour. Dans une conférence donnée mardi le 10 juillet 2012, soit 2 jours après son expulsion, Thierry Michel avait révélé avoir réussi à collecter des éléments supplémentaires d'information auprès d'un militaire condamné par contumace à la peine capitale en la personne de Paul Minambwe. Ce dernier lui aurait expliqué dans les détails le déroulement de l'attaque qui a coûté la vie aux militants congolais des droits de l'homme, mais également à son chauffeur. Le corps de ce dernier n'avait jamais été retrouvé, c'est-à-dire le corps de son chauffeur. Selon les révélations de Thierry Michel, Paul Minambwe lui aurait expliqué où le corps de Bazana a été enterré. C'est à Mitendi même, près de la concession de l'inspecteur général provincial de la ville de Kinshasa. Thierry dit avoir compilé ces interviews
et discussion avec le militaire dans un rapport qu'il compte transmettre aux avocats des partis civils et aux Nations Unies. Et voilà, par activisme politique mal à propos, il a été expulsé, empêchant des milliers de Congolais de connaître les vérités connues dans son film Affaire Chebeya, crime d'État. C'est pourquoi nous soutenons avec toutes les personnes éprises de justice que les autorités congolaises doivent veiller à ce que cette affaire en appel soit entièrement conforme aux normes internationales en vigueur et que les nouveaux éléments d'information apportés par Thierry Michel soient sécurisés et préservés avec le plus grand soin. De toutes les façons, nous appuyons et félicitons le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme quand il soutient que le bon déroulement de ces procès sera vu comme le signe de l'engagement en faveur de la vraie et réelle indépendance de la justice et du respect des garanties de procédure. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme vient ainsi rejoindre notre souhait de voir le procès en appel dans l'affaire du maître du militant congolais de droits de l'homme, Floribert Chebeya Barizere, et la disparition de son chauffeur fidèle Bazana et Dadi, respecter les normes internationales en vigueur qui garantissent une procédure régulière, d'autant plus que cet assassinat est un coup dur porté à tous les militants de droits de l'homme. À propos de la guerre à l'est du pays, la République démocratique du Congo fait face à la guerre contre le Rwanda par le M23 interposé. Si quelques éléments de M23 se prennent pour des mutins de FARDC, le montage de cette énième rébellion à l'est de notre pays est une opération macabre réalisée avec l'implication de plusieurs complices à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Victime des trahisons à divers niveaux, la République démocratique du Congo se doit d'éclairer plusieurs faits et gestes de nombreux complices qui servent plusieurs maîtres. Qui oublie que le pays a toujours fait l'objet de convoitises de beaucoup de gens qui ne cessent de multiplier des stratégies machiavéliques pour soit balkaniser le pays ou perpétrer le pillage de ses richesses au détriment du peuple congolais. C'est la manipulation des esprits faibles à l'intérieur comme à l'extérieur du pays qui ouvre la voie à toutes ces pseudo-rébellions. La malgouvernance, la corruption et plusieurs antivaleurs sont ainsi exploités par les ennemis de la RDC pour atteindre leurs objectifs. Heureusement, mes chers compatriotes, heureusement qu'il y a le patriotisme de notre peuple qui sauve le meuble avec son esprit d'unité nationale et de toutes ces valeurs universellement reconnues, car naviguer contre la volonté de la population ne donne pas de chance à toutes les initiatives des rebelles et ceux qui les soutiennent. Pour de nombreux traîtres à l'intérieur du pays, ils devraient savoir qu'ils attirent la malédiction sur eux-mêmes et sur plusieurs générations des membres de leur famille. Mieux vaut donc prendre distance avec ceux qui s'adonnent à l'exercice de trahir le pays pour leurs intérêts individuels.
En attendant la mise en œuvre de la force internationale recommandée par le pays membre de l'Union africaine, plusieurs voix s'élèvent dans notre population pour inviter la MONUSCO à appliquer les prérogatives de son mandat inscrites au chapitre 7 qui l'autorise à faire usage des forces. Car ces voix dénoncent la passivité des troupes onusiennes qui n'apportaient pas jusque-là, selon eux, l'appui nécessaire aux FARDC pour arrêter l'invasion rwandaise. Le droit de l'homme étant universel, les Nations Unies doivent tirer les conséquences du rapport rendu public par les conseils de sécurité mettant en cause l'appui du Rwanda au M23. Pas de deux poids, deux mesures, réclame-t-on au Congo. En effet, les guerres tribalo-ethniques qui ont sévi en Ituri ont abouti à l'arrestation de Thomas Lubanga par la CPI, où il vient d'écoper d'une peine de prison de 14 ans. Au Libéria, vous le savez tous, la même situation a conduit à l'arrestation de l'ex-président Charles Taylor, condamné en 50 ans de prison. Bosco Ntaganda, cet autre criminel de guerre et humanitaire, protégé farouchement hier par le régime de Kinshasa au nom d'une certaine sécurité intérieure et paix malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui par la CPI, bénéficie impunément de la protection aujourd'hui du Rwanda. Oui, mes chers compatriotes, nous sommes contents que le Conseil de sécurité ait exhorté dans sa déclaration au lendemain du 19e sommet de l'Union africaine que le dialogue Kabila-Kagame s'étende à l'ensemble des responsables de la région des Grands Lacs, car il faut craindre, selon eux, que l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie n'entrent à leur tour en guerre par solidarité mécanique avec le Rwanda. Ce n'est pas du scepticisme quand d'aucuns se demandent comment une force internationale neutre, dont le moyen à mettre en œuvre sont douteux et que les modalités d'application de la décision de sa création ne sont pas encore déterminées, peut venir à bout des FDLR et du M23 savamment entretenus. Quand on sait d'autre part que les casques bleus de la MONUSCO, qui sont une force internationale de l'ONU et qui ont mission de stabiliser la République démocratique du Congo, sans l'avoir débarrassé du spectre des horreurs de la guerre, n'ont jamais réussi à aider le pays à en finir avec les envahisseurs en quête d'espace vital. Par quel miracle les troupes régionales parallèles, sans moyens certains, pourraient-elles triompher des FDLR et du CNDP M23? C'est la question que nous nous posons au pays. Loin d'être naïfs, nous savons que ce qui nous arrive aujourd'hui est le fruit de notre bonne foi et de notre légendaire hospitalité pour avoir accepté la demande de l'ONU en 1994, celle d'accueillir dans le cadre de l'opération turquoise les réfugiés hutus-rwandais qui ont fui le génocide des Tutsis en s'emmenant avec eux bétail, armes, munitions et patati patata. Voilà ce que nous récoltons aujourd'hui en retour. En acceptant une force régionale parallèle à la MONUSCO, ne serons-nous pas
ne serons-nous pas davantage un cadre d'affrontement d'intérêts et de spéculations criminelles et mercantiles? Ceux qui arrivent à la rescousse ne viendront pas pour nos beaux yeux, leurs chefs d'État n'étant pas des disciples de bons samaritains, ni eux-mêmes des enfants de cœur. Ils viendront se servir à leur tour sur le dos du pauvre Congolais, comme l'ont si bien fait certains pays d'Afrique australe, rappelez-vous, appelés à la rescousse par le feu président Laurent Désiré Kabila. La rencontre de ces jours, mes chers compatriotes, est une occasion d'enfoncer le clou de la mobilisation générale en direction de nos frères de la diaspora, dont nous saluons les innombrables initiatives en faveur du développement de leur pays, de son rayonnement extérieur et du maintien des pressions pour son indépendance et sa souveraineté, et de vous tous qui aimez le Congo et son peuple, afin que, par vos apports divers, vous aidiez à ce que le pays retrouve sa paix, sa sécurité, son unité, sa souveraineté menacée, ainsi que l'intégrité de son territoire en voie de balkanisation. C'est aussi l'occasion de réitérer le vœu des Congolais à travers le mémorandum des chefs de confession religieuse quand ils exigent la répression des crimes commis par le Rwanda en République démocratique du Congo, le rejet de la candidature du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous pensons qu'il faille appuyer la requête de la RDC en faveur du maintien de la MONUSCO pour remplir les missions dévolues à la force internationale neutre telle que recommandée à Addis Abeba, quitte à revoir les termes de son mandat. Parce que nous comprenons, vous l'aviez appris, la population a manifesté dernièrement devant la MONUSCO pour dénoncer la passivité de la MONUSCO. Mais nous sommes sans ignorer que la MONUSCO a les mains liées tant que son mandat n'est pas revu. Car le peuple congolais dans son ensemble reconnaît le travail, comme je le disais, que la MONUSCO a mené sur terrain pour maintenir le pays jusqu'à ce niveau de recherche de la paix. Vous aviez suivi, le ministre congolais des Affaires étrangères reconnaissait le jeudi 19 juillet 2012 au cours d'un point de presse à Kinshasa que la MONUSCO faisait ce qu'il pouvait dans le cadre de son mandat actuel. Autant qu'il n'est pas exclu que la force internationale neutre soit une sous-unité de la MONUSCO par laquelle la RDC va solliciter au Conseil de sécurité la requalification de son mandat, concluait-il. Nous devons, en toute honnêteté et reconnaissance, saluer toutes les initiatives des Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur visant à sauver le Congo, à l'instar du mouvement autrefois lancé par l'archibishop Coutinho Fernando, Sauvons le Congo, qui se voulait le socle de l'éveil de conscience des Congolaises et Congolais en vue de la défense de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité, de la stabilité, de l'honneur, des richesses, de la patrie. Car déjà à cette époque-là, en 2003, même Kinshasa, siège des institutions, vivait sous la hantise de la guerre. Hélas, comme toujours, pour des raisons obscures, certains ont perçu ce mouvement comme une menace contre les institutions de la République, la sécurité intérieure, l'autorité établie. Aujourd'hui, 9 ans après, l'histoire risque de donner raison au pasteur Coutinho Fernando.
et demain, si notre armée républicaine à construire doit reconquérir ses lettres de noblesse, elle doit s'abstenir d'y inclure les différentes fractions rebelles et des mitains qui viendront l'infiltrer et l'anéantir de l'intérieur. Ce que nous vivons doit nous servir de leçon une fois pour toutes. Le M23 devra être considéré, chers compatriotes, comme un mouvement terroriste afin de décourager des politiciens véreux à se livrer à l'aventure et se retrouver à fin de compte dans les institutions du pays à la faveur des négociations post-guerre. C'est ce qui a mené le Congo là où nous sommes aujourd'hui. Le terrorisme étant une idéologie, un ensemble d'actes violents et illégaux commis avec l'objectif de provoquer un climat de terreur au sein de l'opinion publique et d'ébranler la force d'un gouvernement ou d'un groupe. C'est ce qui se vit sur terrain avec le fameux M23. Que peut-on alors attendre ou gagner d'un groupe de personnes qui ont tué des masses, pas une seule fois, mais plusieurs fois, sur une longue période dans la même zone géographique? Le chercheur congolais Chiswa Kamasoka, depuis Johannesburg en Afrique du Sud, s'est interrogé dans un article qui était paru au journal Le Potentiel le 20 juillet 2012. Que va devenir la société congolaise si ces groupes se développent et s'associent aux groupes incontrôlés qui sont présentement en action dans la région et qui tuent en série dans notre pays? À vouloir dialoguer avec eux, qui peut avoir la moindre idée de l'état mental des membres du M23 quand on sait qu'ils ont trop longtemps vécu dans une situation de non-droit où tout leur était permis et que seules leurs armes parlaient? C'est ici qu'il faut refuser, avec les chefs des confessions religieuses de la RDC, tout dialogue avec ces criminels. La dernière prise de position de nos collègues députés nationaux du Nord Kivu sur la situation sécuritaire jugée critique, dramatique, vaut tout son pesant d'or, quand surtout ils demandent au gouvernement de procéder dans le plus bref délai au changement de toute la chaîne de commandement de l'armée, de la police et des services de sécurité responsables de la débâcle que nous vivons aujourd'hui. Et aussi rejette toute idée de négociation avec le M23 et les autres groupes armés responsables de la dégradation de la situation et du pillage de notre faune et flore, de la disparition, je souligne, des espèces rares protégées comme les okapis et les gorilles dans nos montagnes, dans nos parcs saccagés. En effet, les combats dans l'est de notre pays ont touché plusieurs sites du patrimoine mondial. Le quartier général de la réserve de la faune à Okapi a été sauvagement mis à sac, tuant 14 Okapi et les employés des parcs. D'autres pris carrément en otage. Vous le savez très bien, les Okapi sont une espèce rare d'antilope des forêts protégée à la station d'élevage de Poulou. Le parc national de Virunga est le lieu exceptionnel abritant une chaîne de 7 volcans encore en activité. Il n'a pas été épargné par les pillards. Ces sites disposant d'une biodiversité unique au monde, compte tenu des espèces rares de gorilles de montagne qui sont menacées. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979,
Il se situe au cœur du rite d'Albertine, dans la vallée du Grand Rite, et fut le premier parc national jamais créé en Afrique. Cette réserve abritait jusque-là quelques 200 des 786 gorilles des montagnes restant dans le monde entier. Parlons, disons un mot en ce qui concerne les sommets de la francophonie en octobre 2012 en République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, ce sujet fait aussi l'actualité dans notre pays. Si pour les uns, tout semble fin prêt pour la tenue de ces grands rendez-vous francophones, pour d'autres, c'est rendre dans ces pays, juste à la fin d'une année électorale aussi mauvaise, c'est encourager les antivaleurs érigés en mode de gouvernance. Très chers compatriotes de la diaspora, je me suis longuement apaisanti sur la situation de la guerre qui sévit à l'est de notre pays pour soutenir avec le tout premier ministre, excusez-moi la tautologie, mais c'est important, avec le tout premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, qui disait dans son dernier discours dans sa cellule de prison de Tessville, je cite, « Comme les forces de libération la portent toujours sur celle de l'oppression, fin de citation, nous sortirons vainqueurs de cette aventure meurtrière du M23 et son mentor, le Rwanda, car tout le peuple du monde ont dû lutter pour se libérer à condition que nous soyons unis et solidaires dans le bon et non dans le mal. » J'ai abordé la question cruciale de la restructuration de la CENI dans le cadre global de la réforme et du reste du processus électoral pour demander aux Congolais de toutes les tendances politiques qu'il faille transcender nos divergences et recadrer sans passion et sans complaisance ce processus électoral pour consolider la paix menacée en dotant les pays d'une nouvelle loi appropriée et une loi organique régissant une CENI fiable pour des élections provinciales, urbaines, municipales et locales crédibles, transparentes et apaisées. Et j'ai évoqué la situation du procès du militant de droits de l'homme, Floribert Chebeya, en demandant le respect des normes internationales en vigueur qui garantissent une procédure régulière, d'autant plus que cet assassinat est un coup dur porté à tous les militants de droits de l'homme dans notre pays. Et j'ai fait allusion à la tenue du 14e sommet de la francophonie prévu en octobre 2012 à Kinshasa pour prévenir toute caution aux antivaleurs érigées en mode de gouvernance au pays. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays. Que Dieu bénisse la diaspora congolaise à l'étranger en général et celle de la Caroline du Nord en particulier, surtout des Ralais. Je vous remercie.